Histoire au coin du D20, présentée par Nurgle et Gilus. Nos meilleures histoires de jeux de rôle. Donjons et Dragons, 5ème édition. Le deuxième épisode de ce retour sur Donjons et Dragons. Quand les joueurs cherchent absolument la baston, alors que le MJ cherche plutôt du roleplay. Publication initiale sur YouTube en janvier 2022, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Et donc, bonne Saint pour se lier à tout le monde, et Ça, bienvenue de retour dans la zone geek. Dans les histoires au coin des 20, qui sont de retour avec un chien qui vient partout. Et qu'est-ce qu'on boit à la Saint pour se lier? On boit de la bière. On boit de la bière d'hiver. La Lupulus hibernatus, Oui, parce qu'on que a j'ai- déjà présenté, je crois. La Lupulus hibernatus, Je ça m'étonnerait, ça crois, serait je vachement pense bien. spécifique. C'est les voyeurs pourront nous le dire. J'ai déjà bu assez de bière de Noël hier, mais bon, on va remettre une couche. Nous Hein. avons tous bu beaucoup de bière de Noël hier. Et donc, Donjons et Dragons, le retour, la suite de la suite... De la suite. de scénarios qui ont été faits en partie en distanciel, en partie en réel, enfin, quoi que surtout en distanciel. Hein. Une partie malmenée, une Comment ça partie déphisifiée, mais une partie libérée, s'il te plaît. Ok. Et donc, Donjons et Dragons 5ème édition, je vous propose de retrouver la dernière vidéo sur le sujet quand on avait des cheveux longs de confinés. Et donc, on a pas mal d'aventures à raconter. Honnêtement, je sais même pas si on va tout raconter en une fois. Ah bah, c'est qu'on en a fait du Donjon et Dragon. Mais le gros du sujet, ça va être le laboratoire de Kuwalish. Mais santé. Santé. Parce que là, je sais même plus où on s'était arrêté la dernière Alors, fois. justement, j'ai été vérifié. Où elle est elle est sombre. C'est vraiment le goût de la bière. Il y a à boire et à brune. manger. Voilà, exactement. C'est ça. Et donc, la dernière fois qu'on s'était arrêté au moment où vous étiez arrivé à Neverwinter, qui donc, je vous rappelle, est une ville réelle. C'est une vraie ville. C'est une vraie ville et tu commences à confondre les jeux de rôle avec la réalité. J'ai vu, ça ne va pas. C'est une ville aussi officielle de Donjons et Dragons des Royaumes Oubliés, mais j'en ai fait un Neverwinter à ma façon parce que je voulais apporter un côté un petit peu steampunk à cet univers. Et donc mon Neverwinter est un petit peu steampunkesque, un petit peu héberonesque, avec des forgeliers et des artificiers. C'est bien simple, il y a tellement de steampunk dans ton Donjon et Dragon que j'avais l'impression d'être dans le monde des cartes Magic. C'est pas plus mal. Et donc en réalité, vous avez une maison là-bas, avec, je crois qu'on l'a déjà raconté, vous avez trouvé des trucs bizarres dans la cave. Ouais. Mais ça, je crois qu'on a déjà raconté, ou alors du moins, à ce niveau aussi de l'histoire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et vous allez, on s'était arrêté, vous alliez à la guilde des gourmets, qui donnait des missions, donc la guilde des gourmets... On n'avait pas raconté ça? Non. Oh, les élémentales. Attends, est-ce qu'on a raconté... Parce que les élémentales, ça me dit quelque chose. Je crois qu'on a raconté l'histoire des élémentaires de fromage. Ouais. Si jamais c'est pas le cas, vous nous le direz dans les commentaires et on en parlera dans la prochaine vidéo. On fera une émission entière sur les élémentaires de fromage. Voilà. Et le fait est que vous avez pris une mission. On vous a demandé de récupérer du venin de vouivre parce qu'on le met dans le vin pour améliorer... Vous voulez parler du venin des wyverns, certainement. Exactement. Le venin de vouivre pour faire maturer le vin. Et voilà. Est-ce que je ne vais pas parler tout le temps tout seul? Moi, je me souviens de rien, parce que j'étais bourré pendant toutes les parties qui ont suivi. Je me souviens que j'ai fait un jet de dés à un moment. Ok, non, on va mais rester non. là alors. Alors, je sais plus comment... Parce que qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin? C'est quand on a été chercher les wyverns qu'on est tombé sur l'homme arbre mort-vivant. Non, l'homme arbre mort-vivant, c'était plus tard avec le laboratoire de Kuwalish. Désolé, je spoil. Et en fait, vous avez fait une rencontre qui a été beaucoup plus marquante sur le chemin des wyverns. Les gobelins de Gobtopia. Vous avez rencontré le truc dont vous continuez de me parler tous les jours. Attends, je vais faire l'histoire. Donc, on est en chemin pour aller trucider des wyverns dans leur caverne. Somme toute, une mission lambda pour des aventuriers aussi expérimentés que nous. Et puis en chemin, on tombe... Il faut imaginer, on s'y attend pas du tout. Gilus nous dit, il y a 2 gobelins au milieu de la forêt.
avec des tracts. Et on se dit, ils ont pas l'air méchants, donc on s'approche. Salut les gobelins. Ah oui. Mais ils étaient un peu ils avaient un peu peur quand même, parce qu'on est un groupe d'aventuriers. Habituellement, les gobelins, les groupes d'aventuriers, ils leur font pas de cadeaux. Et puis finalement, ils se disent, ils ont l'air plutôt sympas. Et ils nous donnent un tract qui est rejoignez tous Gobtopia, la nouvelle ville des gobelins. Et puis on leur dit, mais c'est quoi Gobtopia? Ah bah oui, on est en train de faire une ville technologique. Une ville technologique, les gobelins. L'utopie pour les gobelins. L'utopie pour les gobelins, une ville où la technologie va foisonner, etc., etc. Et on se dit, mais c'est génial. Alors je sais pas. Alors, à noter que le nom Gobtopia, je l'ai inventé à peu de choses près sur le coup. Mmh. Parce que moi je pensais que c'était un truc tout à fait calculé de ta part. Alors j'avais juste une note qui disait rencontrer des gobelins qui sont en train de faire une ville technologique de leur côté. Mais on s'est dit, waouh! Moi, ce soir-là, dans ma tête, je me disais, mais en fait, Gilus, il a déjà dessiné le plan, il a les plans détaillés de la ville de Gobtopia, c'est un nouvel arc scénaristique qu'il est en train de mettre devant nous. Et en fait, pas du tout. Enfin, si. On a marché dedans à fond, et en gros, sur toute cette séance, on n'est pas arrivé jusqu'au Wyvern, toute cette séance, c'était de se dire, mais en fait, c'est génial. On va voler les plans de Qualish, tous les trucs technologiques qu'on nous demande de ramener à Neverwinter, on va les donner aux gobelins. Mais c'est possible parce que vous n'étiez pas encore au courant de la mission de Qualish à ce moment-là. Ah, je sais plus, c'était une histoire que... Mais en fait, il y avait les plans du monorail. Oui, mais justement, c'était pas encore là. C'est pas encore là. Là, tu okay. avances. Là, je suis... C'est bon, j'ai les fils mais Gobtopia, j'ai les fils qui se touchent. Ça parle on en parle à chaque séance, donc c'est revenu forcément. Et donc voilà, et nous on était en mode, mais en fait c'est génial. On va devenir les fondateurs, les mécènes de Gobtopia. Bon, c'est vrai qu'en fait, j'aime beaucoup l'idée, et pour le moment, le jeu de rôle part dans ce sens-là. Mais j'avais vraiment prévu très en détail la ville de Neverwinter et sur comment vous alliez pouvoir l'influencer. Et là, vous voulez en partir, c'est quoi ça? Bah ouais, mais chouchou, mais en même temps, t'avais qu'à pas nous mettre Gobtopia dans les pattes. C'est quoi ces jeux de rôle où les joueurs ils font ce qu'ils veulent? Moi, je n'ai pas oublié que je veux faire la Forgelution. Bon, on reviendra là-dessus plus tard. Les Wyverns, ça va être très court, je pense. Parce que, en gros... C'est là qu'on s'est vraiment... Pour moi, c'était l'un des premiers combats où on s'est dit, en fait, on est franchement bourrin. Ouais. J'avoue que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à gérer les niveaux de difficulté. Où tu nous mets des wyverns, tu nous mets d'abord des bébés wyverns, puis il y a la maman wyvern, puis il y a le papa wyvern. Bon, en gros, on a détruit la wyvern family. Et vous aviez aussi rencontré donc une petite famille où la mère est Tiflin. Ah oui, qui nous avait de démons, et j'ai établi parce que en fait c'est la première fois que vos personnages rencontraient la Tiflin, parce que dans l'édition dans laquelle vous jouiez avant, ils n'étaient pas là, et donc c'était pour établir qu'ils sont dans cet univers et qu'ils sont mal vus. Oui, mais en même temps, on s'est très bien entendu avec elle directement, puisque déjà, nous sommes un groupe de marginaux, alors on va pas s'attaquer aux autres marginaux. Voilà. Y aurait eu un paladin dans le groupe, ce serait peut-être pas passé comme ça, mais on est des honnêtes aventuriers malhonnêtes, si je puis dire. Et donc elle vous avait dit qu'il y avait des kobolds qui vénéraient des wyverns et qui leur avaient volé la corde magique. Il y avait tous ces petits hommes dragons là. Voilà. Putain, ils nous ont mis la... Ils nous ont pas mis la misère, mais ils nous ont bien fait chier, quoi. Ça a été vraiment un micro-donjon très classique avec... d'abord vous avez combattu 2 wyverns dans les de taille normale, puis après il y a la maman wyvern qui était plus grande et plus forte. Et il y avait des kobolds, c'était une grosse baston, mais je vous ai... Vous êtes jamais senti en danger? Pas vraiment. Alors j'ai l'impression que ça a été difficile. Mais encore une fois, c'est moi qui m'en suis pris plein la gueule parce que je suis censé faire le tank du groupe avec mes 40 points de vie. Au niveau 7, à cette époque-là, ou au niveau 6, je sais plus. 7. Mais de toute façon, on a tellement d'as dans nos manches qu'effectivement, à un moment, donc... Je fais mon jump de ninja avec mon moine forgelier sur la wyvern. Je lui fais un balayage tout droit sorti de Naruto. Elle tombe par terre.
Il y a l'invocation du druide qui a des bonus pour trample. Alors oui, c'est là que vous avez mis au point votre tactique. Non, c'est là que Gigi a vraiment mis en place... Parce que notre tacticien, c'est Gigi. Hein, au sein du groupe, faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais... Et ils ont mis en point cette tactique qui consiste à... Toi, tu mets les ennemis à terre, et lui, il invoque vous voyez un élan géant. À quel point le maître de jeu, il a du mal à sourire quand il raconte ça. Ça le dégoûte. Voilà, il invoque un élan géant qui fait des dégâts monstrueux contre les ennemis à terre. Voilà. Et puis bon, à un moment, je me suis quand même pris le dard de la... Puisque les wyverns sont des espèces de dragons avec des queues de scorpions. Bah oui, vu que c'est pour ce pourquoi vous étiez là. Et donc je me suis fait blesser par le dard empoisonné de la wyvern, mais j'avais des résistances au poison. Donc ça, en plus, t'as pas pu en profiter. Mais j'ai tellement peu de points de vie que j'étais déjà pratiquement à terre. Mais du coup, la druidesse est venue me choper sur son... Je sais plus si elle s'est transformée en... Je crois qu'elle avait aussi... en bouquetin ou un truc comme ça. Je crois qu'elle avait aussi invoqué un élan. Et puis donc, elle me sort du combat, elle me fait un soin, et puis... Watata, c'est reparti, quoi. Et vraiment, ce combat contre les wyverns, c'est la première fois où je me suis dit, mais en fait, on est ultra bourrin, quoi. On n'est pas solide, mais dans le genre groupe de glass cannon, encore une fois, on l'a déjà dit, hein, mais c'est prodigieux. Et j'avais fait le plan sur Dungeon Craft, c'était la première fois que j'utilisais ça, qui est donc un programme de création de maps que vous pouvez imprimer, bien sûr, mais ici, il y a moyen de les exporter directement sur Foundry VTT. Donc, et sans spoiler, c'était encore avec Tuco, que Gigi jouait encore Tuco à ce moment-là. Oui, bien sûr. Bah oui. Donc son Psyker. Voilà. Et donc voilà, oui. Donc, et n'oublions pas notre mage qui caste des pluies d'éclairs, des boules de feu, tranquillou, alors, loin de l'action, franchement, juste comme il faut. Ça c'est le truc que je trouve de malade du mage de moustache. C'est cette spécialisation en évocation qui permet de protéger ses alliés. Parce que c'est le gros problème. C'est le gros problème des magiciens, c'est qu'ils n'arrivent pas à lancer leur sort au milieu de la mêlée parce qu'ils touchent leurs alliés. Et lui, il peut protéger, je crois, 3 ou 4 alliés qui ne se prennent pas de dégâts de ces sorts de zone. Et ça change tout. Ça change absolument vraiment tout. C'est dément. Ça permet de détruire des groupes d'ennemis entiers en protégeant les guerriers slash le voleur qui est au corps à corps à ce moment-là. C'est vrai que d'autant plus que moi j'aime bien vous mettre un petit peu des groupes d'ennemis et un groupe d'ennemis faibles, quand ils se prennent un sort de zone, ils meurent tous. Ben oui. Voilà, c'est l'idée. Bref, vous butez ces wyverns, vous récupérez, vous faites des bons jets pour récupérer le venin. Et on a tout raclé. Hein. Voilà. On a fait toutes les pièces de donjon pour choper le moindre objet, comme tout bon aventurier qui se respecte. Vous récupérez la corde de la Tifline, et d'ailleurs, je me souviens que Gigi voulait pas la rendre. Et il était là, faites ce que vous voulez, mais honnêtement, on devrait la revendre. Mais je vois même pas, je sais plus ce qu'elle faisait cette corde, mais... Elle était pas géniale, c'était une corde... tu leur donnes d'entourer quelqu'un et de faire un jet pour pas être paralysé. C'est la... Alors je comprends Gigi qui dit ouais, je vois pas pourquoi on rendrait l'objet magique à cette personne qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. Mais moi je suis parti du principe que ce personnage on le rencontrera peut-être plus tard dans de nouvelles aventures et qui se souviendra que c'est le groupe d'aventuriers sympas qui m'ont rendu ma corde magique et qui m'ont pas dénoncé aux flics malgré que je sois une bonne femme avec des cornes de démon que tout le monde déteste. Donc toujours se faire des alliés, se faire des alliés PNJ, c'est bon pour le groupe, c'est bon pour le maître de jeu. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Et donc, moralité, passons aux choses un peu plus sérieuses. Il y a le Gimp qui mange quelque chose par terre. Une grosse mission. Non, je renifle, c'est juste tout. Il y avait une grosse mission qui vous attendait à la maison des artificiers, qui était de retrouver l'un des plus grands artificiers de tous les temps, du nom de Qualish. D'ailleurs, il y a un objet magique dans le bouquin du maître de jeu, qui est le Apparatus of Qualish. Attends, je sais plus si c'est le... Je sais plus en français maintenant, c'est la machine... la machine de Qualish. De Qualish, bref. Et donc j'ai été chercher un scénario qui vient, à mon avis, d'un des sites officiels de Donjons & Dragons, qui s'appelle le laboratoire de Qualish.
Et donc, je vous dis, voilà, vous devez atteindre les montagnes. C'est le pic de la barrière. Voilà. Qui est une montagne dont on ignore exactement même où elle se trouve. Et donc, vous devez d'abord passer par Waterdeep, qui est, j'ai envie de dire, la grande ville des Royaumes oubliés. Enfin, celle qui est vraiment souvent le début des campagnes, pour chercher le cartographe. Ouais. Et voilà, vous prenez le bateau. Et qui est-ce que vous rencontrez chez le cartographe? Et je crois qu'il y a un personnage dont vous te souviendrez. Oui. Et donc, effectivement, sur le moment, moi, je me suis dit, mais pourquoi? Gilus vient de nous présenter Neverwinter, et puis la suite de l'aventure nous fait prendre le bateau pour nous amener à Waterdeep. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il nous représente une deuxième ville? Mais bon, c'était simplement les contraintes scénaristiques. C'est un petit peu pour vous montrer, en plus c'était sur le chemin, pour vous approcher des montagnes. Et moi je me souviens qu'en fait, donc Neverwinter, en tout cas la version de Gilus, est une ville très tumultueuse, tu vois que c'est pas une ville apaisée. Il y a les paladins, il y a les mousquetaires. Il y a les mousquetaires, et c'est terrible. L'ordre de... C'est quoi ce dieu du feu? Amonator. Amonator. Qui est donc, voilà, t'as un côté un petit peu Inquisition. Et on arrive à Waterdeep, et on a vécu ça, enfin en tout cas moi j'ai vécu ça, comme un mec qui débarque de... J'allais dire Charleroi. et qui arrive à Florence en Italie, quoi. Désolé les Carolos, je n'ai rien contre vous et j'adore Charleroi. Mais en même temps, on se dit, mais waouh, cette ville, elle est démente, elle est... et tu l'as un peu décrite. On voyait bien que tu étais un peu en mode, ouais allez, hop, vous êtes à Waterdeep, mais il faut aller chez le cartographe et tout, machin. Ouais. Et puis tu nous décrivais, oui, les beaux quartiers, machin, c'est plein d'art. Tu es en mode... Ben, en gros, on va vendre notre maison à Neverwinter et on va venir habiter ici, quoi. Ah ouais, mais c'est pas une maison dans le quartier le plus pourri avec ça que vous allez avoir l'argent nécessaire. Et donc, on arrive chez le cartographe, qui est un gnome, qui nous dit je recherche c'est pas un collègue, mais un autre gnome. C'est un artificier légendaire. Le plus grand artificier du monde, qu'il avait rencontré dans sa jeunesse. Voilà, qui a disparu et on veut le retrouver, En gros, c'est un peu le Léonard de Vinci de l'ingénierie gnome qui a disparu. Et donc, un gnome nous dit, faites-le revenir dans notre giron, on a besoin de lui. Et puis bon, du coup, nous, on est en mode viva l'aventure, quoi, c'est parti. Il nous dit, mais on a quelqu'un qui était avec Qualish quand il est parti faire sa mission à l'époque. Juste avant qu'il disparaisse. Juste avant qu'il disparaisse. Et c'est qui? C'est un monsieur qui est revenu parmi nous, mais après avoir été mordu par un vampire. On se dit, putain, mais on va pas se trimballer un vampire pendant tout le voyage. Ah mais non, il est... comment est-ce qu'on dirait ça en français il est contained. Oui, voilà, il est coincé. Enfin, il est coincé. Il est enfermé dans un... Et en gros, se joint au groupe un PNJ, qui est un sarcophage scellé par des mots magiques, dans lequel il y a le vampire, qui est comme ça en permanence. Un nain vampire. Un nain vampire. Du nom de Ctenmire. Voilà. Et donc, qui est un sarcophage, et qui est porté par un robot. Voilà, c'est vraiment une espèce de sarcophage avec des pattes. Ouais. Et donc, lui-même ne peut pas sortir donc, de ce truc-là, il est enfermé. Et donc, évidemment, ce sarcophage avec des pattes est une invention de Qualish aussi. Et il y est enfermé, et évidemment, mon but, c'était que vous ouvriez un moment le sarcophage. On s'en est rendu compte dès le départ. D'ailleurs, Gigi, elle était là, mais oui, mais on va l'ouvrir, il n'y a pas de problème. Alors, je te dis d'avance, vous ne l'avez jamais fait. Mais Ctenmire était beaucoup plus puissant que n'importe quel ennemi que vous avez rencontré pendant l'aventure. Je te connais assez que pour savoir que si on avait ouvert le cercueil de Ctenmire, il aurait résolu la situation dans laquelle on était, et puis il nous aurait fait, bon, les petits gars, maintenant moi je suis un seigneur vampire, je vais partir, hein, ciao. Et, il aurait bouffé peut-être une ou deux personnes au passage. Et voilà. Et donc, mais on a spoilé. Qu'on n'a jamais ouvert le... Et donc, Ctenmire
le sarcophage avec un vampire porté par un robot nous a suivis pendant toute l'aventure. Ouais. Et il est arrivé des moments où on s'est dit, oui, il faut ouvrir, parce qu'on avait tous le mot de pouvoir pour ouvrir son sarcophage. Et je ne sais pas, je pense qu'il y a eu des moments où moi, je disais... Quand vous avez combattu le grand maître, vous avez failli ouvrir. Mais ça, nous avançons un petit peu trop loin. Oh. Vous étiez aussi accompagné d'un petit robot. D'un Pokémon. Ouais, d'un Pokémon, exactement. Je me souviens plus, c'est quoi le nom de cette race? Ce sont des créatures qui viennent du plan Mechanicus. Et c'est des espèces de petits sphères avec un gros œil mécanique. Voilà. Et donc là, il s'appelle Gearbox et c'était votre cartographe parce qu'il dessinait le plan au fur et à mesure. C'était un petit robot boule qui dessinait nos cartes au fur et à mesure. Mais vous n'avez pas vraiment interagi avec lui et au final, il est resté relativement en retrait. Et donc, départ à l'aventure, vous suiviez, vous remontiez une rivière et à la base, le trajet devait durer très longtemps. Ah, j'ai oublié d'ailleurs en parlant de trajet qui devait durer très longtemps, vous aviez un timing, puisque vous saviez qu'à une certaine date, le portail vers les 9 enfers qui se trouvaient dans la cave de votre maison allait s'ouvrir. Oui, ça nous a fait beaucoup de soucis. Et vous étiez là, mais on a le temps. Et là, avant que vous partiez, je vous disais vraiment... Oui, mais vous ne devriez pas faire une petite ellipse de quelques mois, vous vous installez, et voilà, écoutez, vous pouvez faire des trucs pendant l'ellipse. Mais non. Et en fait, vous étiez en face, tous les jours, une aventure, jamais de repos. Oui, c'est vrai. Et moi, j'étais là, oui, mais je vais vous présenter la ville, installez-vous un petit peu. Non, c'est bon, on s'en va. Oui, mais vous vous rendez compte que si jamais vous partez maintenant, vous serez peut-être pas revenu à temps. Quand le portail maléfique s'ouvrira dans notre cave. Mais on se débrouillera. Tu sais, entre Gigi qui essaye d'optimiser, moi qui me souviens absolument de rien de ce qu'on dit dans les aventures, Moustache qui est un peu en mode moi tout ce que je veux c'est du pouvoir, et Val qui se dit l'aventure c'est l'aventure. Effectivement, on n'avait pas compris que il y avait un portail vers les enfers qui allait s'ouvrir dans notre cave dans les quelques mois, peut-être, qui allaient suivre. Oui, mais clairement, qui allaient suivre. Je vous l'ai clairement dit. Eh ben, personne n'a capté. Et donc, en gros, on s'est dit, bon, on va faire une aventure qui nous amène à l'autre bout du monde, dans des montagnes perdues, alors qu'en fait, notre maison allait se transformer en... Vous voyez dans le Ghostbuster, quand il y a... Gozer qui débarque. En gros, c'était la cave de notre maison. Ouais. Ce qui aurait pu nous faire quelques problèmes avec la maréchaussée, finalement. On aurait pu se prendre une amende. Tout à fait. Pour pollution démoniaque. Mais je crois que Gilles, à un moment, s'est dit, non, ils sont trop cons, ils partent. Et voilà. Et donc, je me suis dit, on verra bien ce qui se passe de ce côté-là. Et alors, je vous ai raccourci le trajet en me disant, voilà, le gros truc du ranger, du rôdeur qui est avec vous, donc Lupercal, c'est qu'il considère il fait que tout votre groupe, quand il voyage en terrain difficile, il considère ça comme une route, en gros, comme un chemin. Et donc, moralité, j'ai vraiment divisé facilement par 2 votre temps de trajet. Et sur le chemin, vous avez rencontré un groupe. Et alors, j'avais fait exprès de prendre un groupe de brigands. Il y a des trucs qui me tombent sur le dos, c'est mon scénario de Donjons et Dragons. Mon Dieu, tout le studio est en train de s'effondrer. Un groupe de brigands, et vous vouliez vraiment lui tomber dessus et les tuer, alors qu'ils n'étaient pas là pour ça du tout. Et j'ai utilisé beaucoup du truc du maître jeu. Vous êtes sûr que vous faites ça? Oui, tout à fait. Maintenant, vous auriez pu les tuer. Mais je me souviens de cette séance où, effectivement, tu nous dis, il y a un camp, on dirait des brigands, et nous, on est des aventuriers, donc on est en mode, on va les buter. Et en tout cas, au sein du groupe, l'état d'esprit, c'était, on va faire une attaque flash. On va tous les neutraliser en 2 tours.
Et donc, je sais plus, il y en a un qui les a attirés quelque part, nanana, et puis machin, et puis moi j'étais... Il y avait toi et Gigi, je pense, qui étaient en train de rentrer furtivement, vous entendez que ça discute un peu. Mais voilà, le but de ces PNJ, c'était de vous présenter le fait qu'il y avait plus loin le monastère... Mais Gilus, il fallait pas nous les présenter comme des brigands. Mais je ne les ai pas présentés comme des brigands. Alors ça, c'est très important. Vous êtes basé sur les figurines, sur le design des personnages, dans le moteur virtuel. C'est pas faux. Mais il fallait trouver d'autres modèles. Il fallait acheter d'autres modèles. Il fallait acheter des modèles de gens normaux. Ils n'étaient pas présentés comme des brigands. C'est vrai. Et donc finalement, on a causé avec eux. Voilà, ouais, vous avez écouté après avoir passé 2 heures à faire « Oui, alors moi je vais arriver par là, et puis toi le mage, tu te mets là, et puis jamais si ça tourne mal, bah, tu lances tes éclairs, machin, et puis la druidesse, tu vas invoquer tel truc, machin, et puis nous on est en invisible, et puis on va pouvoir tuer le leader, machin. » Et on fait tout ça pour dire « Bonjour, vous êtes qui ?» 2 heures de partie que ça nous a pris. Et alors, je ne sais plus comment s'appelait le monastère maintenant. Il avait un nom assez précis. Le monastère de J'ai plus de peau sur la gueule. Le monastère du corps affligé. Du corps affligé, oui. Toujours gardez vos notes. C'est très agréable à relire plus tard. Alors donc, ils vous disent qu'il y a un lieu qui est vraiment... un paradis pour les parias. Oui, un pèlerinage à laquelle, au bout duquel il y a un paradis pour les gens les moins bien considérés. Voilà, les bandits, les parias qui veulent repartir en fait dans une espèce de prêtrise. Voilà. Qui veulent refaire leur vie. Mais sur le chemin, il y a Ils sont bloqués par une créature. Voilà. Je ne sais pas s'il nous parle déjà d'un homme arbre à ce moment-là. Je crois que si, oui. Mais en gros, je me souviens qu'à la fin, après s'être préparé au combat, mais comme des oufs, pour bousiller ces voleurs, en gros, c'était vraiment un moment où nous, les joueurs, on avait faim de baston, quoi. Et de nouveau, ça s'était bien passé avec les pèlerins, on va les appeler comme ça. Et ils ont dit non, nous, on n'est pas des méchants. C'était des bandits, techniquement, parce que c'est des gens qui veulent justement reprendre leur vie à zéro. Oui, ce sont des marginaux. C'est comme ça qu'on dit. On dit pas des bandits, parce que c'est pas très inclusif. Espèce de communiste. Et donc, en gros, nous, on est en mode... Bon, qu'est-ce qui vous empêche de passer, là ? Qu'est-ce qui nous empêche de passer ? Et puis, oui, mais il y a une créature, un vieil homme arbre, infâme et boursouflé sur le... C'est bon, on va le buter. Il y a qui vient avec nous ? Et on était vraiment en mode, bon, alors il y a des gens ici qui ont des épées, des couteaux et tout, vous venez avec nous ? Et je sais pas... Et donc, en fait, vous leur faites promettre de vous donner tout ce qu'ils possèdent. Oui, tout ce qu'ils possèdent. Et ils sont là, de toute façon, nous, on est là pour une vie de piété, donc c'est pas grave, on a plus besoin de tout ça. C'était même pas... En fait, en gros, c'était notre honneur d'aventurier qui nous faisait dire... On va buter votre monstre, mais on a besoin d'une récompense. T'as quoi ? 3 boutons, un couteau et une fourchette pliée. C'est bon, ça va, c'est bon, prends. Et alors, là, vous êtes retrouvés dans une plaine moisie, la forêt était dans un mauvais état, je vous ai déjà décrit un peu et on plus était tôt. avec des PNJ, ce qui n'est pas arrivé souvent, parce qu'il y avait quelques-uns de ces malandrins qui étaient venus nous accompagner. D'ailleurs, le final le concerne l'un d'eux. Bien sûr. Et donc, c'était vraiment une forêt malade, et qui d'ailleurs, il y avait toute une histoire, comme quoi il y avait un maître de la forêt qui avait tué le dragon qui protégeait la forêt, quelque chose comme ça. Pour finir, j'ai pas été au bout de cette histoire, mais j'avais prévu un petit machin sur le côté. Et donc, il y avait un homme arbre mort-vivant. Il y avait un homme arbre mort-vivant, j'adorais cette idée, je trouvais ça super trippant. Et vraiment, je me suis dit, je vais buter tout le groupe avec celui-là. Il faut imaginer, dans Le Seigneur des Anneaux, comment il s'appelle encore Treebeard Sylvebarbe. Sylvebarbe, mais Sylvebarbe qui serait mort et qui serait revenu en zombie. C'est quand même une idée assez sympa. Et donc, on a cet homme arbre mort-vivant, et on se dit, ça va... Mais encore une fois, je me souviens vraiment qu'à cette période-là du jeu de rôle, nous, on était en mode... Ching, ching, on voulait se battre. Il y avait eu trop de roleplay avant, quoi. Alors, franchement, j'ai vu les caracs de ce truc, et je me suis dit, s'il agit en premier... le groupe va y passer. Parce qu'il faisait une attaque de zone
qui était un brouillard empoisonné, et qui faisait genre une 50aine de dégâts. Et comme la plupart d'entre vous n'ont pas plus de 30 points de vie, je me suis dit que tout le groupe va y passer. Et t'as osé nous mettre ça. Et pour finir, il pouvait le faire tous les quelques tours, et je me suis dit, ok, le premier je vais être gentil, et donc je place la zone de manière pas vraiment optimale. Je joue vraiment mes monstres. Si c'est pas des créatures intelligentes, je les joue pas tacticiennes. Oui, voilà. Je me dis pas, moi, maître de jeu, je maîtrise cette créature. Comment est-ce que je pourrais utiliser ses pouvoirs de manière la plus perfectionnée? Non, je suis là, c'est un mort-vivant, il est stupide, il attaque ce qui est devant. C'est parce que tu joues un jeu de rôle à l'américaine, mais à la française, entre guillemets. Voilà. Et donc, je crois... il me semble que toi, t'étais résistant au poison, donc tu ne te prends que la moitié des dégâts. Il y en a plusieurs qui arrivent un petit peu qui se prennent des dégâts. Il y en a qui peuvent se téléporter. Je serais pas étonné que genre l'un d'entre vous se retrouve à 0 point de vie à cause de ça, ou à bas point de vie, mais il était soigné. Mais en réalité, ça se passe le premier tour, au final, vous en sortez plutôt bien. Et je me dis, oui, mais le deuxième, ça sera bien pire. Mais il n'y a pas de deuxième. Il y a eu plus de tours dans ce jeu. Non, il y a deuxième crachat. En gros, effectivement, et je revois encore Gélus qui nous dit, et vous voyez que il gonfle son écorce et qui fait... Et il nous décrit le nuage de poison. Et dans mon souvenir, le mage s'est téléporté, la druidesse qui était un animal s'est cassée, Gigi qui jouait un Tuco s'est téléporté aussi. Moi... En gros, vu que je suis un personnage de Naruto dans Donjons et Dragons, j'étais déjà sur le monstre avant même qu'il crache son jet. Peut-être que les PNJ sont morts. Je ne sais plus s'ils sont morts. Alors, il y en a peut-être un qui est mort. Je pense même pas. Alors, le cœur de ce combat, c'est, de 1, tu l'as mis à terre. Je lui ai pété les genoux. Tu lui as pété les genoux. De 2, et c'est le truc le plus important, c'est que le Psyker, il s'est dit, ouais, ah ben les morts-vivants... ça doit pas bien avoir une grosse sauvegarde de sagesse, hein? Exactement. Et donc, ou d'intelligence. Et donc, il avait un sort qui demandait un jet de sauvegarde d'intelligence. Et si tu le rates, tu es en gros paralysé. Et tant que tu rates ton jet, tu es paralysé. Et forcément, il avait raison, ça n'a pas un gros score d'intelligence, il avait 0. Donc, le marbre n'a rien pu faire. En gros, le marbre n'a rien fait. Et je vais le dire parce qu'il faut le dire. Autour de la table, nous, les joueurs, on pataugeait dans notre gloire tactique comme des pourceaux dans leur fange. On était vraiment en mode « Ouais, c'est bon, il pourra pas bouger. Il va pas réussir son jet d'intelligence au prochain tour. Ouais, top là. Allez, je fais mes jets. Oh, oui, j'ai touché. Oh, je lui ai mis 38 points de dégâts. En gros, on était je dirais, notre groupe contre cet homme arbre, c'était comme 4 malfrats qui tabassent un mec qu'ils ont fait tomber d'une chaise roulante. Et on était tellement fiers quand on l'a buté. Enfin, on était fiers de notre tactique. Mais bon, moralité. Et Gélus, lui, moi, j'étais pas. Il était dégueu. J'étais un petit peu dégoûté. Il était dégueu. C'est un problème global de Donjons & Dragons 5e édition, c'est que c'est extrêmement tout ou rien. Parce que déjà, il y a beaucoup de sorts où c'est tu réussis ton jet de sauvegarde et il se passe rien, ou tu rates ton jet de sauvegarde et t'es mort. Et t'as beaucoup cet effet-là. Et voilà. Mais en réalité, c'est très difficile de mettre en danger le groupe sans rendre la difficulté tellement haute qu'ils vont crever à coup sûr. C'est tout le problème de notre groupe de Glass Cannon. C'est que un jour, parce que moi j'ai l'impression, sans spoiler, que ces derniers temps t'as uppé la difficulté, un petit peu, gentiment, mais un jour tu vas dire, ok, c'est juste la bonne difficulté, et il n'est pas impossible que tu wipes le groupe. C'est pas impossible. En fait, parce que, entre le guerrier, je parle de Bibi, je parle de Ganshu, le guerrier qui a 40 points de vie. Je crois que tu en avais 32 à ce moment-là, ou 37. J'en avais 32 à l'époque, ou 34, je sais plus. Le ranger Hobbit, qui lui balance la purée. Il fait des dégâts monstrueux, mais il n'a pas de point de vie non plus. Voilà. Le magicien, il n'a pas de point de vie. Le magicien n'a pas de point de vie, mais il peut clasher des sorts. Val, avec sa druidesse,
C'est peut-être le personnage le plus mesuré. C'est un bon personnage de soutien. Donc voilà, Mais, c'est un très bon personnage de soutien. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a oublié? Il y a Gigi, tout court. Et Gigi, qui à l'époque et était donc, son tout nouveau court. personnage rééquilibre un petit peu le groupe, d'ailleurs, on en parlera. Mais on en parlera quand Gigi... Moralité, vous massacrez l'homme arbre, vous récupérez les piécettes des anciens brigands et un chapeau de vermine qui permettent de sortir... Le chapeau de vermine, un objet... que moi je pense qui est très intéressant, qui permet, quand on met sa main dans le chapeau, de sortir des rats, Vas-y, fous de la boue partout. Des grenouilles. Oh, putain, quoi. Ah, mais le gimp a été dans le jardin. Oh, et le gimp se secoue sur... Si le fou un peu de flotte en se secouant, c'est pas grave, mais là, on a nettoyé avant-hier et il y a de la boue partout. Bon, arrêtez. Et le gimp est plein de morceaux de plantes. Tu disais le chapeau de vermine, qu'est-ce que c'est? Ah, il est plein de ronces, le gimp. Ah merde. Oui. Oh merde. Et donc ces ronces dans les poils du chien sont probablement une vengeance de cet homme arbre mort-vivant. Je t'ai toujours dit que tu devais couper les poils de ton gimp, mais tu ne le fais jamais. Je sais. J'ai une épine de ronce dans... Ah, ouais. Exactement, ouais, donc c'était ça l'attaque de l'homme arbre. Moralité, vous arrivez dans des tunnels, près des... C'est un voyage qui dure des semaines et des semaines. Hein. Mm-hmm. Vous arrivez à l'orée de la montagne, au pied de la montagne, et il y a un tunnel, vous retrouvez des espèces d'inscriptions dans le langage des voleurs, qui vous disent que plus loin, il y a le monastère. Le fameux monastère. Voilà. Et vous rentrez dans la montagne, et au centre, en fait, dans une immense vallée qui est entourée de montagnes, il y a un espèce de vaisseau spatial qui vole, qui flotte. Faut vous rendre compte, les gens, que là, le maître de jeu, il nous décrit une ville volante au-dessus du cratère d'un volcan. En fait, c'était pas un volcan, c'est une rivière de flammes provoquée par les réacteurs. Ah, ok. Voilà, qui tiennent le truc en l'air. C'est plus ou moins ça. Et donc, on est un peu en mode... qu'est-ce qu'on doit... Parce que jusque-là, on était vraiment en mode... on avance, on se bat. On avance, on se bat, on loot. Porte mon trésor, porte mon trésor. Et puis là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, en fait? C'était quoi notre mission à la base? C'était retrouver Qualish. Bah oui. Et d'ailleurs... Je me souviens vraiment qu'à un moment, on a dû... On s'est concerté en mode, au fait, qu'est-ce qu'on est venu faire là? À part tuer des monstres. Et devant le pont qui vous mène à l'espèce de ville volante, il y a un sphinx. Et donc, évidemment... Alors ça, franchement, j'étais là, mais vous êtes sérieux? Évidemment, le sphinx vous dit... J'ai des énigmes pour vous. Et Gigi, il est là, on le bute. Mais Gigi, il voulait tuer des bestiaux. Et je t'avoue que j'étais aussi un peu dans ce mode-là. On voit un truc, on le bute. Mais il y a une chose... En fait... Allez, je vais quand même un petit peu critiquer... j'allais dire critiquer Gigi, mais... Et en même temps, c'est aussi ta partie de Donjons et Dragons. Il y a des gens qui ont été élevés au Donjons et Dragons en mode on ne gagne des points d'XP que quand on tue quelque chose. Et toi, directement, tu nous as dit non, vous gagnerez des points d'XP quand j'aurai décidé que vous allez gagner des points d'XP. Je vous donne un niveau tous les X temps, après quelques grandes aventures. Mais je crois vraiment, et c'est vrai qu'à l'époque, on était tous... à ce moment-là, on était encore en mode... le premier truc qui nous parle, on lui pète la gueule, quoi. En mode killer robot. En même temps, le sphinx, il aurait pu tous vous buter. Il était beaucoup plus fort que l'homme arbre. Ah bon? Mais pourquoi tu l'as mis sur notre chemin, alors? Parce on est censé pouvoir buter de l'aubergiste au premier monstre venu. Alors, et d'ailleurs, c'est important. De faire des mondes réalistes. Vous avez sous-entendu qu'il y avait un maître de la forêt, et j'avais pris exprès un monstre beaucoup trop fort pour vous, en me disant, si vous allez là-bas, je veux vous montrer que tout ce que vous rencontrez n'est pas forcément de votre niveau. Et pour dire, en fait, ouais, mais on a senti le piège. Non, en fait, j'ai vraiment écarté le truc parce que c'était une aventure qui n'avait... Ça allait être long et ça n'avait rien à voir avec l'aventure principale. Je voulais un peu avancer sur ce scénario. Et donc, oui, du coup, on a fait bon...
Cher Sphinx, pose tes énigmes. C'est-à-dire c'était un sphinx mécaniquement amélioré. Il a une espèce de face cyberpunk. Il avait été réparé par Qualish. Et en fait, le truc, c'est que vous deviez lui trouver une question auquel il n'aurait pas la réponse. Et je ne sais plus exactement ce qu'il a dit. Je ne sais plus. Je ne sais plus qui a trouvé la réponse. C'est Moustache. Il avait trouvé une entourloupette. Je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais il avait trouvé une espèce de détournement logique de quelque chose qui ne pouvait pas être répondu, quoi. Et donc ça a plu au Sphinx. Et d'ailleurs, je me souviens bien qu'il avait trouvé un deuxième machin, et que vous aviez posé une question au Sphinx à propos du maître des lieux, ou à propos de Qualish, je ne sais plus très bien. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez sur place, donc il y a une espèce de pont. Ah non, il y a une plateforme. De navigateur à la Caron sur le Styx qui vole. Oui. C'est un bon gimp. Et qui vous amène au monastère. Oui. Et vous rencontrez assez vite le grand maître. Ben oui, donc on arrive sur cette île technologique bizarre. Où on est un peu arrivé en mode, de nouveau, allez, vas-y, mets-nous des monstres. Mais en fait, on se rend compte que voilà, t'as des gens dont la face avait été arrachée. Ouais, c'est ça. Et les gens se faisaient arracher la face parce que le monastère était tenu par un démon d'os, un diable osseux en fait, qui avait un petit twist, mais on viendra à la fin plus tard. Et quand vous les rencontrez, j'ai un petit peu joué du ta gueule c'est magique, dans le sens où il y a une trappe qui s'ouvre sous vos pieds, et il y a deux personnes qui tombent dans la trappe. Il y a Val et Moustache. Il y a Val et Moustache qui tombent dans le trou. Donc il faut bien que vous vous rendiez compte que nous, en fait, à la base, on voit des moines avec la tête dépiautée, et on est en mode « Tu veux te battre ? Allez, vas-y !» Et en gros, ils sont juste des gens normaux, mais avec juste pas de peau sur la gueule. Là, vous n'avez pas vu à la base qu'ils n'avaient pas de peau sur la gueule. Hein. C'est plus tard que vous l'avez vu. Ça. Et puis, on dit amenez-nous à votre chef. Et on arrive, et il y a cette espèce de démon avec ses deux mains qui ne sont pas reliées à son corps. Oui, il a les mains flottantes. Il a une paire de mains faites en métal qui flottent autour de lui. Ce qui aurait pu être terrible. Oui, à noter que voilà, ses doigts étaient des griffes vorpales. Donc sur un 20, elle te tue. Ouais. Et vraiment, donc là, j'ai un petit peu, j'ai adoré jouer ce personnage. Vraiment, c'était parce que c'est un personnage qui n'avait aucune raison de négocier avec vous. Ah bah oui. Et donc, j'ai vraiment joué cette sorte de personnage qui était un peu infantile en fait, qui ne faisait que suivre ses envies et qui a buté un gars. Et c'est vrai que sur le moment, on s'est dit, mais nous qui étions en mode, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut le battre ? Est-ce que Gilus nous a pas mis une créature qui est trop puissante pour nous sur notre chemin ? Donc, en fait, les aventuriers, les killer robots qu'on était, se sont dit, mais en fait, non, ça va pas le faire, on va essayer de négocier avec lui. Puis les négociations ont commencé, et une trappe s'est ouverte en dessous de nous, comme dans n'importe quel James Bond. Voilà. Et je ne sais plus, moi je me suis fait attraper par un des gardes du Seigneur. Vous étiez entourés, vous étiez séparés, et ils vous ont foutu en prison. Voilà. Le but c'était juste de vous mettre en prison. En fait, Val, elle a chuté dans les flammes, mais c'était bien précisé qu'il y avait un espèce de champ de téléportation, et les gens qui tombaient dans les flammes à ce niveau-là, ils se retrouvaient téléportés en prison. Ouais. Et il y a juste Moustache qui s'en sort, parce que lui, il arrive, je lui demande un petit jet de concentration, mais il arrive à faire un sort de vol, et donc il ne tombe pas dans les flammes. Et il a pas lâché l'enroute. Je me souviens que ce soir-là, il était en mode, oui, je suis accroché comme une mouche en dessous du vaisseau. Et oui, il fait chaud. Ouais, mais je m'en fous. Et donc, ils vous foutent en prison, ils vous enlèvent vos armes. Et là, j'étais juste là, j'avais fait cette petite carte de la prison. Vous étiez vaguement gardé, mais pas de manière très précise. Et là, j'ai bien aimé ce moment parce que c'était juste vous dire,
voilà, vous êtes en prison, vous avez tous vos sorts, vos pouvoirs, comment vous en sortez? Ouais. C'était... comment ça s'appelle cette série avec... Prison Break? Prison Break, oui. Prison Break? Prison Break. Prison Break? Oui. En gros, moi, à ce moment-là, j'étais en mode... ça, c'est les mauvais côtés du moine. Donc, je vous ai déjà parlé des bons côtés du moine, qui est un personnage qui n'est pas soumis à son équipement. Mais en gros, moi, j'étais dans ma prison, et j'ai dit au maître de jeu, bah, j'essaye de crocheter. J'essaye de crocheter avec quoi? Je ramasse un os de rat par terre, et puis je fais... T'as raté ton jet... Et donc voilà. Et donc c'est tous les autres, entre la druidesse qui s'est transformée en petit lézard, entre le psyker qui s'est téléporté, etc., etc. Et donc chacun, il va de son petit pouvoir pour sortir de prison, choper les gardes. Il n'y a pas un moment où tu l'attrapes, je sais plus très bien. Je me souviens que de nouveau la prise de la prison, la révolte, c'est plus ou moins bien passé. C'est très bien passé. Il y avait des gardes assez forts, il y avait un mec qui était en train de se faire dépioter la gueule, qu'on n'a pas réussi à sauver. Alors, et pendant ce temps-là, il y a Moustache qui se faisait son ninja, parce qu'il volait, il voyait un groupe, boule de feu, il allait à un autre endroit, il voyait un groupe qui le pourchassait, boule de feu, bon après il a plus de... Le Gilliam full force. Voilà. Et après il a plus de sorts, en fait c'était un gros problème parce que contre le grand maître il avait plus de sorts. Ben oui. Et... voilà, mais les gardes étaient franchement pas très méchants. Vous les avez eus plutôt facilement, vous faites un petit peu le tour du monastère, vous retrouvez votre équipement, c'est comme dans tout bonne scène de prison. Ah bah oui, mais tu nous as mis pour la première fois des mimiques à ce moment-là. J'ai mis des mimiques. Ah oui, c'est possible. Il y avait des faux coffres qui te bouffent la main quand tu mets ton bras dedans. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Donjons et Dragons, c'est j'ai envie de dire que c'est le deuxième monstre le plus emblématique de Donjons et Dragons. Avec le Beholder. Ouais. Et qu'est-ce qu'un mimique alors? Le mimique, c'est un monstre démoniaque, organique, on ne sait pas très bien, mais qui veut de la chair humaine pour manger. Et non pas du cérumen. Mais donc ce monstre se dit, je vais prendre l'apparence de ce en quoi les êtres humains mettent le plus leur main dedans. Et donc ce sont des faux coffres. Ce sont des faux coffres. Ce sont des monstres. Des monstres coffres avec des dents. Qui ressemblent à des coffres. Et puis tu ouvres le coffre. Et puis tu dis, oh, il y a un bel objet dans le fond. Tu mets ta main. Et puis les dents poussent, les yeux s'ouvrent. Et le truc te bouffe ton bras. Voilà. Et je pense que oui, c'est effectivement l'un des monstres les plus iconiques de Donjons et Dragons. Tout à fait. Et donc vous faites une révolte, vous libérez les esclaves parce que en fait il y avait vraiment des esclaves. C'est les gens qui refusaient de se faire. Voilà, en gros, quand vous arrivez là-bas, vous avez le choix, vous faire arracher le visage et devenir l'un des prêtres du grand maître. Est-ce qu'on aurait pu continuer à jouer nos personnages après ça? Oui, bien sûr. Et donc, soit devenir Je suis le sandwich. Et donc vous arrivez quand même à tuer à peu près tout le monde. Et il reste plus que la salle de trône avec le grand maître. Ouais. Et qu'il y avait 2 gardes moines aussi, avec des épées à 2 mains magiques. Oui, c'était des demi-orques ou des orques. C'était des demi-orques, ouais. Et étant mon personnage étant lui-même un moine, je me dis, oh, il y a 2 moines demi-orques, avec probablement des brôles magiques, ça va pas le faire, ça va être dangereux. Et je ne sais plus exactement comment on a géré cette bataille. Alors, je crois que c'est votre première bataille où vous avez quand même eu du mal, le grand maître. Elle a vraiment pas été facile pour vous. Dès le début, on s'est dit, Gigi a dit, il faut qu'il y ait des gens qui foncent sur le grand maître, il faut qu'on tue le grand maître le plus vite possible. Et donc le truc c'est que déjà j'ai fait exprès de vous mettre pas mal d'ennemis avant pour que vous lâchiez vos sorts et lâchiez vos pouvoirs. Et donc vous êtes arrivé un petit peu réduit dans cette pièce. Et le grand maître il avait 2 gros pouvoirs, c'est que donc il pouvait téléporter ses mains et sa queue empoisonnée.
et il avait des doigts sur un 20, ça te tuait. On s'est pris des coups de queue, on Alors, s'est fait doigter. et donc vous C'est arrivez dans horrible. la pièce, Horrible. vous ouvrez la porte de la pièce, vous aviez plusieurs invocations avec vous, vous aviez quelques esclaves peut-être qui venaient vous aider, Ouais. et Moustache a utilisé son dernier gros sort pour te rendre invisible. L'idée c'était que tu ailles sur le grand maître oui. pour l'arrêter. Mhm. Et qu'il n'intervienne le moins possible au combat, pendant que les autres faisaient des dégâts. Parce que, évidemment, il n'était pas tout seul. Il y avait donc les 2 gardes, et il y avait quelques autres petits gardes. Et ça marche pas mal. Votre plan, basiquement, marche. Vous arrivez au corps à corps avec lui. Il y a Gigi qui se téléporte aussi au corps à corps avec lui. Mhm. Il y a Lupercal, donc Flo qui se met à distance et qui lui fait plein de dégâts à l'arc. Il fait des dégâts monstrueux. Mais quand vous commencez à vous prendre des dégâts, et là ça se passe mal. Et entre autres, il y a un moment où j'ai dû décider comment j'allais jouer les lames Vorpal. Parce que les lames Vorpal, ça dit ceci. Sur un 20 naturel, vous êtes décapité, ou si le maître de jeu le sent comme ça, vous pouvez vous prendre 10 D8 ou 5 D8 de dégâts supplémentaires. Et j'ai décidé de ne pas jouer la décapitation. Mais, et c'est vrai? Il y a vraiment eu un 20 sur le... Ouais, donc Tuco s'est pris un 20 naturel. Avec, Eh ben, t'aurais dû le tuer. Et je te dis ça en toute honnêteté, parce que c'est pas mon personnage. Et donc, je lui ai dit, tu es égorgé, tu te retrouves à terre, 0 point de vie. Et t'es en train de crever. Et toi, pendant ce temps-là, tu punches. Moi, je punchais. Moi, j'étais en mode watata. Et je crois que tu t'es pris quand même quelques coups, malgré le fait que tu sois invisible. Je crois que c'est l'une des premières fois que j'ai dû utiliser ma régénération qui me rend mes points de vie. Parce que c'était un combat quand même tendu. Parce que les 2 moines, ils étaient assez bourrins. Et en fait, ils avaient 2 lames magiques, mais qui ne faisaient leur truc magique que si jamais ils faisaient un 20 pour toucher, ce qui n'est jamais arrivé. Et ça leur retombait dessus, parce que c'était une arme maudite aussi, s'ils faisaient un 1. Et ni l'un ni l'autre n'est arrivé, ce qui était un petit peu dommage. Mais franchement, ça a été un combat très intéressant. Et vous arrivez quand même à mettre KO le grand maître. Gigi est soigné à la dernière seconde par un soin magique de Val. Et vous le mettez à terre. Et je dis, il y a son torse qui s'ouvre. Ouais. Et tu vois un petit démon qui est en train d'actionner des manettes comme ça. C'est ça. Et donc, effectivement, le grand maître, le super démon, n'était qu'une imitation. À quel point tu t'es inspiré de Men in Black? Alors, dans ma tête, c'était complètement ça. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était dans le scénario, cette histoire-là. Et je me souviens qu'après tout ça, on est toujours des aventuriers assoiffés de sang et assoiffés de conquête. Et donc, on nous explique que le grand boss qu'on vient de buter, c'est juste un petit monstre qui actionne des leviers dans un faux corps. Qui a genre 6 points de vie. Et je me vois encore te dire, bon, je l'attrape par le cou, et puis on fait un peu de roleplay, ou je sais plus ce que tu nous as dit. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il a commencé à un petit peu vous raconter toute l'histoire du lieu, de vous donner des indices évidemment sur Qualish et tout ça. Et à un moment, il essaye d'utiliser un de ses pouvoirs, je ne sais plus si c'était pour se rendre invisible et essayer de s'échapper, ou si c'était pour te contrôler mentalement. Mais je te demande un jet de sauvegarde que tu réussis. Et je dis, voilà, tu te rends compte qu'il a essayé de t'influencer. Et donc, je l'ai pécho, par le coup, et puis on a un peu parlé avec lui, il était en mode, oui, mais si vous me laissez en vie, je pourrais vous rendre riche, et à mon avis, ça s'est passé en 6 minutes, où je lui ai dit, je lui craque la nuque comme un poulet, en mode, et je le jette dans son brasier, parce qu'il y avait un brasier, il avait un brasier devant lui, et donc, je lui ai pété le cou, je l'ai jeté dans son brasier, et puis, voilà. Et puis, il y a eu la suite de l'aventure. Alors, on va terminer le monastère. Et donc, après avoir battu le grand maître, vous apprenez qu'il y a une salle au trésor, où il y a, entre autres, le journal de Qualish, qui pourra vous dire un petit peu où est-ce qu'il est parti. Et
vous vous retrouvez à l'arrière des bâtiments. Ouais. On avait déjà rencontré les cerveaux, c'est vrai. Mais c'est à ce moment-là où, en fait, donc, la salle au trésor, c'était une pièce volante, c'était un espèce de petit truc volant. Et pour y arriver, il fallait passer par des marches volantes. Ouais. Et il y avait 5 cerveaux qui chacun faisaient apparaître 2 marches. Et donc, si jamais, il fallait que vous convainquiez. Alors, j'avais la personnalité de tous les cerveaux. Et ça a été une de mes plus grosses préparations, tout jeu de rôle confondu. C'était de trouver la façon dont j'allais jouer chacun de ces cerveaux. Et j'ai toutes des notes, et j'ai dû inventer des voix, j'ai dû inventer une histoire. Le pauvre maître de jeu qui a dû faire 5 PNJ en même temps. Donc j'ai dû leur inventer à chacun une petite backstory pour savoir quelle motivation allait les pousser à aider les PJ. Et donc l'idée, c'est que ces cerveaux, en fait, c'était des cerveaux dans des bocaux qui étaient des anciens compagnons de Qualish pour la plupart. Pas tous. Et quand ils sont morts, on a mis le cerveau dans le bocal pour les maintenir en vie, et en même temps, ils sont devenus un petit peu l'ordinateur central de cette espèce de vaisseau spatial. De toute la ville, de tout le monastère. Parce que c'était un vaisseau technologique, hein, tout ça. Toute cette ville était vraiment un truc technologique. Non. Écoute, je ne sais pas réagir parce que le Gimp me lèche la main de nouveau. Comme d'hab. Et donc je joue vraiment ces 5 personnages, je vous passez un par un, je fais son histoire, et vous devez à chaque fois le convaincre, et vous en êtes bien sorti, je vous donne des petits jets, mais l'idée c'était pas de faire des jets, quoi. C'était de vraiment faire du roleplay. Et en fait vous y aviez vraiment pas envie. Non. Mais non, vraiment mais pas. Parce que, Gilles, de nouveau, on était en mode... J'en ai un petit peu assez, ce mode Donjons et Dragons, c'est que vous voulez buter tout ce qu'il y a sur le chemin. Alors il faut pas masteriser Donjons et Dragons. Vous êtes en train de devenir des murder robots. D'ailleurs, on reparlera... Des murder robots, oui. Vous êtes en train... on reparlera du gang des H, qui vous ont jamais rien fait et que vous avez massacré. Hein. Alors là, franchement, s'il y a bien un meurtre de masse que je ne regrette pas, c'est le gang des H. Parce que c'était des malandrins, et ils avaient bien cherché ce qui leur est arrivé. Et ça nous a fait un beau combat. Et franchement... C'était un super combat. Alors, je vais pas parler pour le reste du groupe, mais je pense qu'après le génocide du gang des H, notre soif de sang est un peu apaisée pour 2 ou 3 séances. Mais après... Mais nous des monstres! On veut des monstres! On ira dans la moindre des tavernes pour qu'un mec nous dise « Ah ah, j'aime pas tes chaussures !» et le tuer avec tous nos gros pouvoirs. Je suis en train d'essayer de vous foutre des contextes mais je sais. Et des choses intéressantes, des univers. Et en fait, tout ce que je pourrais faire, c'est faire des tirages aléatoires sur des tables pour savoir ce que vous avez rencontré. Mais je sais. Et vous seriez heureux, c'est ça? Vous voyez ce qui se passe quand un maître de jeu essaye de faire quelque chose de sérieux dans du Donjons et Dragons. Vous avez vu cet homme? Il est détruit. Mais à côté de ça, je ne peux... Franchement, j'essaye, parce que moi je suis le meilleur autour de la table. C'est bien parce que les autres ne sont pas là pour se défendre. Mais il y a quelque chose dans Donjons et Dragons qui te... C'est comme si tu avais en permanence quelque chose qui te susurre dans les oreilles. Il faut que tu tues des brolls. Si tu veux des richesses et si tu veux des XP, il faut que tu tues des brolls. Et alors c'est très bien, mais tu devrais nous mettre des châteaux et des donjons partout. Ouais, mais je trouve ça vite chiant en fait. C'est pas très intéressant à masteriser. Peut-être pour toi en tant que maître de jeu, mais peut-être pour nous en tant que joueurs, on adorerait. C'est bon, c'est quoi cette ville? Oh là là, c'est la ville de Cripin. Oh, dans le champ là-bas, il y a le vieux donjon du père machin. Personne n'ose y aller parce qu'il y a plein de trucs. Eh ben nous, on y va! C'est l'esprit aventurier, quoi. Je veux faire du porte-monstre-trésor. Hein, Porte-monstre-trésor. Porte-monstre-trésor. Allez les voyeurs, tous avec moi. Porte-monstre-trésor. En réalité, vous arrivez à convaincre les 5 cerveaux. Oh là là, je suis désolé, j'ai vu, t'as l'air désespéré. Et vous arrivez dans le bordel dans la remise technologique. Il y a plein de vieux machins. Avec un gros œil relié. Voilà, il y avait un œil de tyranneuil, quoi, de Beholder relié. Un œil de Beholder.
à tout le reste. Et en fait, surtout, il y avait le cerveau du diable osseux de base. Donc, il y avait le vrai grand maître. Voilà. Pas le cerveau du vrai grand maître dans un bocal. Parce que le grand maître, ce n'était qu'un corps, qui là était dirigé par un petit démon qu'on a défoncé. Qui avait repris le corps et qui l'avait mécanisé. Et donc on a eu une discussion avec le vrai cerveau du vrai grand maître. Donc en gros, on a fait un pacte avec un diable, si je ne me trompe pas. C'était un démon. C'est un diable, et c'est ni le premier ni le dernier pacte que vous auriez fait, parce qu'après il y a eu un autre pacte, malgré vous. Et ce qui est aussi c'est très important, c'est que dans la salle au trésor, donc où il y avait un certain nombre d'objets magiques, c'est intéressant, mais je vous ai mis le monocle de Minoc. Parce que donc il y a le set des objets magiques de Minoc. On les a attendus, les objets de Minoc. Ouais. Et je vous en ai fait perdre certains avec le changement d'univers. Mais vous avez toujours l'épée, les cartes et le bagage. Oui. Et le monocle de Minoc. On ferait pas un récapitulatif pour les voyeurs? Si tu veux, vas-y. Donc, on entend parler depuis bien longtemps d'un créateur d'objets magiques qui s'appelle Minoc. Minoc le Cupide. Minoc le Cupide. Et qui a semé des objets magiques un peu partout. Et tous les objets magiques qu'il a créés peuvent se reconnaître les uns les autres. Je crois que le premier qu'on a trouvé, c'était l'épée de Minoc, qui est l'épée que notre mage Guilliam porte à sa ceinture. Qui est une épée intelligente. Qui est une épée intelligente qui parle et qui dit « Je suis l'épée de Minoc le Cupide !» Dès qu'on la sort, c'est pas très discret quand il faut se battre, mais... Et puis, on a le bagage de Minoc, qui est un coffre sans fond sur pattes. Oui, qui est le bagage de Discworld. L'objet le plus pratique du monde. Et c'était quoi la carte de Minoc? Les cartes de Minoc sont des cartes, quand tu joues, tu ne peux jamais perdre aux cartes. Mais tu vas faire un jet pour ne pas devenir dépendant et continuer à jouer à l'infini jusqu'à ce qu'on te traite de putain de tricheur. Voilà. Et puis là, on trouve le monocle de Minoc. Et je me dis, tout le monde a son objet de Minoc, je vais le prendre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Gilus? Est-ce que tu n'aurais pas mis du Dragon Ball Z dans Donjons et Dragons? It's over 9000! C'est un monocle qui permet de savoir le niveau de dangerosité d'un monstre. Voilà, exactement. Et en fait, c'est bien pratique maintenant que j'y pense. Je sais plus ce que j'ai regardé la dernière fois. Quand vous avez rencontré le seigneur de Neverwinter, t'as fait ça sur toute son équipe. Voilà. Et donc maintenant j'ai mon scooter de Dragon Ball Z pour voir qui est dangereux et qui n'est pas dangereux. Et c'est le monocle de Minoc. Et en fait, donc ce qui se passe dans la salle au trésor, c'est que vous passez un accord avec le véritable grand maître en disant oui, on te ramène dans ton corps. Il vous dit qu'Walish est parti plus loin dans les montagnes. Mais il y a des semaines de trajet dans les montagnes, dans des tunnels qui sont pleins de dangers et tout. Et vous êtes là, mais on n'a pas trop le temps parce qu'on a un portail démoniaque qui va s'ouvrir chez nous. Oui. Et il vous dit un truc qui était prévu dans le scénario, mais il peut vous téléporter sur place. Sans problème, en passant par les enfers. En passant par les enfers. Ça, c'est un petit ajout de ma part par rapport au scénario, mais... donc, il vous dit, j'ai un portail qui peut vous amener directement sur place, mais vous me remettez dans le corps, dans mon corps. Bah oui. Et donc, c'est ce que vous faites. Oui, absolument. On a fait un pacte avec un démon et on lui a rendu son corps diable, s'il te plaît. C'est différent. Diable, voilà. Pour aller plus vite. Et franchement, je ne vois pas comment ça pourrait nous retomber sur la gueule. En toute franchise. Et donc, le truc, c'est simplement... Alors, un petit détail aussi, c'est quand vous avez sorti son cerveau, il y a l'œil de Beholder. Non, la pièce volante qui est tombée, qui a commencé à tomber dans les flammes. Parce que... Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le petit gearbox que vous suivez depuis le début, qui était resté un peu discret, qui a fait et qui a pris sa place et qui s'est connecté au truc technologique et qui avait l'air bien heureux et vous l'avez laissé là. Alors c'est vrai qu'en parlant des compagnons, j'ai oublié, mais à chaque combat, il y avait Ktenmir qui était là. Ouvrez mon sarcophage, je vais vous aider, il n'y a pas de problème, ouvrez mon sarcophage. Et
Contre le grand maître, vous avez failli le faire. Ouais, j'allais dire, jusqu'à un certain point, la phrase ta gueule Tenmir est devenue assez culte. Et puis, il y a un moment, on s'est dit, est-ce qu'on lâche le vampire? Mais Vous avez fait pas mal de roleplay. Il y a pas mal de séances de roleplay avec le vampire. jusque-là, j'aimais nous beaucoup le n'avons jouer. jamais lâché le vampire. J'aimais Et en beaucoup fait, le jouer. tu as très très bien fait le transylvanien sans savoir rouler TR. Exactement. Bonjour, je suis un vampire de Transylvanie. Il y a de ça, oui. Pourquoi tu sais pas faire? Je sais pas le faire. Je ne sais juste pas le faire. Les amis, on vous demande de verser beaucoup d'argent à Zone Geek afin que Gilles puisse prendre des cours de R. Pour rouler. Mais Pour rouler, c'est R. Il ne sait pas le faire. Et ça, c'est triste. Bon, jusqu'où on va dans cette aventure? Eh ben, on va terminer. Donc ici, il vous dit... En fait, le grand maître... On a bousillé un culte, mais on a refait un pacte avec le maître originel du culte, et il nous propose de nous faire prendre un petit portail à travers les Il enfers. vous dit, je vous envoie un portail, and now fuck off. Oui, c'est plus ou moins ça. Cassez-vous. Et donc, il y a les gars que vous avez rencontrés sur le chemin auquel vous avez aidé, vous avez fait passer le marbre. Ils arrivaient à ce moment-là. Et donc, ils sont arrivés, nous sommes au paradis. Et le grand maître a fait, viens, on va vous arracher le visage. Et vous êtes partis. Écoute, c'est pas de bol pour eux. Par contre, grosse promesse que vous n'avez pas tenue, c'est vous avez promis au cerveau de revenir les libérer. C'est vrai, mais on a encore le temps. Ils sont certainement encore là et on peut en faire un arc narratif. Tu vois, moi je suis un personnage qui a beaucoup d'espoir. Et en même temps, en parlant d'espoir, il faut vous imaginer que là, le diable, nous ouvre un portail qui va nous permettre d'arriver plus vite à la fin de notre mission. Et on est rentré dedans comme tout bon justicier, en mode Choose the portal. Choose the portal. Et on va buter tout ce qu'on trouve. Et vous êtes retrouvé en enfer, parce que donc, vous avez dit les différents portails de Kolish sont reliés par les enfers. Mm-hmm. Vous vous retrouvez dans les enfers et vous voyez deux diables qui arrivent et qui vous disent « Venez avec nous, Mammon a quelque chose à vous dire. » Et donc Mammon, c'est le gros diable qui a ouvert un portail. C'est le démon qui vit dans notre cave. Dans leur cave. C'est un des princes des enfers qui vit dans et puis voilà, et moi j'allais dire, je propose que nous gardions la suite pour plus tard. C'est vrai que je pensais à un moment faire peut-être tourner une fois, mais on va le faire en 2 fois. Et ne vous inquiétez pas, la deuxième vidéo va arriver bientôt. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y a l'aventure. La prochaine fois, on termine Kolish. Mm-hmm. Et on fait aussi l'histoire avec les haches et tout. Ouais, ça marche. Et ben c'est tout, hein. Et donc j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu décousu, j'ai l'impression, mais ça fait un certain temps qu'on l'a joué. C'était une histoire au coin du dévin avec des plus classiques. Tout ça, c'est des aventures qui ont bien un an. Oui. Bah, tout ça, c'était... Dans le 2e confinement, 3e confinement. Oui, pour moi, c'est lié au confinement et quand on a joué à travers Internet, en virtuel. Sur Foundry VTT. Et donc, que va-t-il arriver à nos aventuriers qui sont en mode... qui vont en enfer? Eh bien, vous le saurez sur la même chaîne, à la même batteur. Je sais pas si ça se dit. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine aussi, vu que j'ai juré de ne plus jamais dire bye 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 bye. Allez, à bientôt, les joueurs de jeux de rôle. Non, c'est pas terrible. Et au fait, allez voir Gobelin Moqueur, il y a des nouvelles histoires et il y a une super histoire sur le chevalier elfe, ça vous intéresse. Même que moi, je les trouve bien.